session sur Angular 2, où je vais vous montrer du code. Alors ne vous mettez pas trop loin pour que vous arriviez à lire. Alors je me présente en 2 mots. Je suis Thierry Châtel, je fais des conférences Angular 1 puis 2, pour le plaisir surtout, et beaucoup de formations Angular pour le côté professionnel, de formation, de conseils. Donc je suis consultant indépendant, formateur, et donc là je vais faire une démo d'Angular 2 qui est encore en version bêta. Donc ça fait pas longtemps qu'il est en version bêta. Avant c'était une version alpha qui changeait sans arrêt. Là c'est déjà plus stable. Enfin c'est quand même pas une version finale encore, hein. Donc si vous avez un projet où les délais ne sont pas spécialement longs et que vous voulez mettre en prod bientôt, partez plutôt sur le 1. Là c'est encore exploratoire, hein, quand même. Enfin, c'est utilisable, la doc s'améliore. Les exemples, on commence à en trouver 2 ou 3. Enfin bon, c'est pas du tout le niveau de maturité qu'il y a actuellement sur Angular 1. Il faudra du temps, plusieurs années, avant d'atteindre ce niveau-là, avoir le framework qui sera en version stable et les composants qui vont avec et tout ce qu'il faut, composants graphiques ou autres. Mais en fait, ça permet déjà de voir ce qu'on peut en faire. Et si vous avez des projets où vous avez du temps, vous pouvez explorer un petit peu, ça peut être pas mal, d'utiliser la version bêta. L'équipe Angular espère qu'il y ait quand même des applications qui soient faites avec pour avoir des retours d'expérience réels et faire progresser le framework. Alors ce que je vais vous montrer, je l'ai déjà mis sur GitHub, donc vous allez voir, hein, sur GitHub, vous trouverez le dernier repository que j'ai créé. Il est facile à trouver, voilà. Alors ce que je vais vous montrer, c'est une petite application où j'ai mis juste une liste de voyages. La possibilité de voir les détails d'un voyage et tout à la fin de pouvoir modifier les données. Donc c'est une application relativement simple, de toute façon, en peu de temps. Alors, je ne pars pas complètement de zéro. Il y a des fichiers qui sont déjà prêts, notamment le index.html, qui charge tout ce qu'il faut comme librairie, comme polyfill, notamment pour Internet Explorer. Enfin, je ne vais même pas essayer, hein, si ça marche sur lui. Et qui charge les différents modules d'Angular, qui configure le chargement des modules et qui démarre le module boottravel. Donc ça, j'ai repris la configuration qu'il y a sur le tutoriel d'Angular actuellement. Ici, on a une balise Travel App, un élément Travel App qui va être le composant principal de l'application. Et le démarrage est fait par ce fichier boot travel, où on lui dit bootstrap travel app. Donc ça, c'est un composant Angular. On va démarrer l'application avec ce composant principal et une liste d'injection de dépendances qui pour l'instant est vide. Et ce composant est déjà créé, bien qu'il ne fasse pas grand-chose pour l'instant. Donc il y a un premier composant Angular qui est créé, qui affiche simplement un titre, le titre de l'application. Donc pour créer un composant, on a ici une classe. Alors, déjà le code, il est en TypeScript. Ce n'est pas une obligation avec Angular 2 de faire du TypeScript. Le framework lui-même est écrit en TypeScript, mais on peut l'utiliser aussi bien en TypeScript directement, en ECMAScript 6, en ECMAScript 5, auquel cas c'est un petit peu plus verbeux, ou même en Dart. En fait, l'équipe Angular développe en TypeScript
et va convertir ça en Dart, en ECMAScript, etc. Bon, si c'est pas une obligation de faire du TypeScript, je pense que ça va être quand même naturel, et qu'à mon avis, la plupart des utilisateurs d'Angular 2 le feront en TypeScript. Donc c'est très bien en plus TypeScript, donc je vous conseille de vous y mettre en même temps qu'Angular 2, voire avant, vous pouvez déjà l'utiliser avec Angular 1, c'est très bien aussi. Donc ici on a une classe TypeScript, alors il ne faut pas imaginer que c'est comme les classes Java. Hein. Il y a un mot-clé classe en TypeScript ou en ECMAScript 6 qui finalement est un habillage des constructeurs JavaScript, mais c'est pas plus qu'un constructeur comme il y avait avant, et les méthodes qu'on met sur cette classe sont simplement partagées via le prototype, comme ça c'est toujours fait en ECMAScript 5. Donc c'est de l'habillage syntaxique, c'est pas du tout la notion de classe d'un langage comme Java. Les objets créés de cette façon n'ont pas plus une structure figée qu'avant. Donc je vais parler de classe, mais enfin à prendre avec des pincettes. C'est des classes JavaScript, si on veut. Puisque le mot-clé s'appelle classe. Donc ici on a une classe TravelApp qui est le composant, avec un constructeur qui ne fait pas grand-chose, comme vous le voyez. Elle a une annotation component dans laquelle on indique le sélecteur, ça c'est un sélecteur CSS, donc ici simplement le nom de l'élément. Bon, ce sera le plus classique de mettre un nom d'élément. Le composant, ce sera cet élément qui a été placé ici. Donc il va s'appliquer à cet élément. On lui met le template. Alors on peut mettre le template directement ici, si on veut tout embarquer dans le même fichier, ou alors si on met le template URL avec un chemin de fichiers séparés. Et on peut indiquer des directives à utiliser dans le template. Bon, pour l'instant, il est vraiment rudimentaire. Et dans ce composant, je veux afficher une liste des voyages. Donc j'ai mis quelques données, alors pour l'instant c'est tout en commentaire ici. Un bout de template pour ne pas avoir tout le HTML à réécrire, sinon ça ne se serait jamais passé. Et quelques données de voyages que j'ai fait ces dernières années. Enfin, j'ai sorti quelques photos que j'avais prises. Alors ce qu'on veut, c'est, en dessous du titre ici, afficher un composant qu'on va créer, que je vais appeler Travel List, donc la liste des voyages. Donc je veux pouvoir utiliser une balise Travel List dans mon template HTML. Pour ça, je vais créer de la même façon mon composant Travel List. Donc, même chose que celui que je viens de vous montrer qui ne faisait rien. Celui-là va faire des choses. Alors, une classe et un constructeur. Et alors, les données, je vais les mettre tout de suite. Alors, dans cette classe, on va avoir une propriété qui va être une liste de voyages, travels. Alors, pour ça, j'ai déjà défini une classe travel dans un fichier qui a quelques propriétés toutes simples. Donc là, je vais typer ça. Travels, c'est un tableau de travel. Hop, trompé de touche. Le constructeur va servir à alimenter ce tableau avec ses données en dur. Voilà, donc là j'ai le code JavaScript de la classe pour commencer. Il va falloir mettre cette annotation component pour lui dire que c'est un composant.
pourquoi il m'a viré le truc? Hop. Il m'a perdu mon import. Ah, c'est juste qu'il n'est pas au bon endroit. Je ne l'avais pas mis où il fallait, évidemment. Je n'avais pas vu qu'il y avait un import collé. Donc là, je vais définir le sélecteur. Selector. Donc on a dit que c'était un élément HTML travel-list. On va lui mettre un petit template. Pas si petit que ça d'ailleurs, c'est celui qui est au-dessus. Et il y aura certainement des directives à utiliser qu'il faudra spécifier. Directive. Donc je prends le modèle du template, alors qui est juste du HTML brut, il n'y a pas de binding encore, je vais les faire. Alors déjà, vous pouvez constater que dans le template, on a une balise style. Si on la met dans un composant, Angular va automatiquement la remonter où il faut dans le head de la page pour qu'elle soit au bon endroit. Donc on peut aussi embarquer du style avec le composant. On a le HTML, le CSS et le code JavaScript, tout dans le même fichier si on en a envie. Il n'y a aucune obligation, mais si on veut le faire, ça peut être pratique. Donc j'ai du style CSS et un bout de modèle de ce que je veux obtenir en HTML. Alors si j'essaye d'afficher ça, on va voir ce que ça donne. Alors pour l'instant, il n'y a pas grand-chose de visible. Parce que mon composant, il ne suffit pas ici de mettre cet élément travel list qui correspond au sélecteur que va chercher le composant. Il faut lui dire qu'on veut utiliser ce composant. Ici, on liste les directives. Alors, les composants sont des directives avec template, simplement dans le langage d'Angular 2. Donc là, on liste les directives qu'on utilise. Tant que je n'ai pas listé ce travel list, il ne va pas l'appliquer. Voilà, donc il faut l'importer, le lister. Il faut le faire explicitement, ça veut dire qu'on peut très bien avoir des directives qui ont le même nom, qui sont utilisées dans différentes parties de l'application. C'est plus quelque chose de global comme ça l'était avant avec le 1. Là, on évite comme ça les collisions. On va pouvoir spécifier template par template explicitement les directives qu'on utilise dans ce template. Alors celle du framework, maintenant, c'est plus la peine de le faire. Celle du framework lui-même, il va les charger implicitement si on ne précise pas. Donc avec ça, ça devrait déjà être mieux. Alors en théorie, il se recharge tout seul, mais il n'est pas toujours très réactif. Notamment là. Ah si, quand même. Voilà, donc ici maintenant, j'ai bien mon bout de HTML qui est affiché, qui pour l'instant n'affiche aucune donnée. Alors la première chose qu'on va faire, c'est répéter l'élément TR sur chacun des objets du tableau. Donc en Angular 1, c'est le bon vieux ngRepeat. Avec Angular 2, c'est étoile ngFor. Et vous remarquez d'ailleurs que maintenant, c'est un camel case. Ça a changé récemment, enfin c'était au mois de décembre, je crois. Maintenant, Angular 2 intègre un parseur HTML qui est case sensitive, ce qui permet d'avoir les directives et les propriétés des éléments qu'on va indiquer ici, dans le template, qui sont écrites comme il faut en camel case. Il n'y a plus besoin de faire une conversion en séparant les mots avec des tirets, en kebab case comme ils appellent, parce que ça ressemble à une brochette. Donc cette conversion n'est plus nécessaire, on va mettre vraiment ici le vrai nom de la directive, et pour les propriétés des éléments, on fera pareil. Donc une directive ngFor qui sert à boucler, on met dièse et le nom de la variable, travel, off, c'est plus un in, off, travels.
et ça boucle. Alors comment ça marche cette affaire par rapport à Angular 1? Dans Angular 1, on a un scope qui est le contexte d'évaluation des expressions du template, dans lequel, si on utilise la syntaxe controller as, ça va publier l'instance du contrôleur dans le scope, et toutes nos données et les méthodes aussi qu'on veut utiliser dans le template, on va les créer dans l'instance du contrôleur. Dans Angular 2, on a des choses similaires. On a ici donc une classe qui va être instanciée, c'est l'instance du composant, et le constructeur va être vraiment le pendant du contrôleur d'Angular 1. C'est la fonction d'initialisation du composant. Et c'est l'instance du composant elle-même, donc cet objet travel list, qui va être le contexte d'évaluation des expressions. Donc le scope, c'est l'équivalent du scope. Là, c'est vraiment le travel list qui est le scope. C'est pour ça que je peux utiliser directement sa propriété travels ici, puisqu'il sert de contexte d'évaluation de toutes les expressions. Donc maintenant que j'ai bouclé dessus, après c'est très facile. Alors je vais afficher toutes les propriétés. Alors j'avais mis quoi? Bon, l'image ce sera un peu différent. Je la mets quand même. Hop. Donc des bindings classiques sur des propriétés de cet objet courant. Ensuite, je vais place country et logiquement, les données devraient être visibles. Le temps qu'il se décide à rafraîchir. Ouais, le light server avec browser 5, ça rafraîchit tout seul, mais il faut attendre un peu quand même. Alors ici, les données sont affichées. Pour l'image, on va mettre une balise IMG. src égale, j'étais dans un répertoire IMG, slash, ce qui est l'expression, hein, la valeur fournie par travel.img ici. Rien de bien étonnant jusque-là, sauf que j'ai pas fermé les guillemets. Voilà. Donc voilà, là j'ai les données et les images. Alors le fonctionnement du binding, le ngFor était un peu différent du ngRepeat, mais là on a l'impression de reconnaître ce qu'on utilisait dans Angular 1. Et effectivement, il y a de fortes ressemblances, mais la syntaxe des templates en fait a évolué. Et dans Angular 1, il n'y a pas vraiment d'intelligence au niveau de la syntaxe des templates. Les templates, enfin le compilateur de templates d'Angular 1 se contente de repérer les directives et il exécute les directives qui font ce qu'elles veulent avec les données qu'on a mis sur les éléments, hein, dans les attributs, les expressions ou des choses qui ne sont pas des expressions, du texte ou autre, qui peuvent se trouver dans les attributs. En fait, c'est chaque directive qui va décider ce qu'elle en fait. Et moi, je le vois en formation, quand il faut apprendre tout Angular en une semaine, il y en a qui ont vite tendance à mélanger entre les directives qui ont besoin d'une expression, la plupart, celles qui ont besoin d'une chaîne de caractères, d'un texte. C'est vrai que c'est pas évident au début, quand on le sait, quand on les apprend progressivement, ça ne pose plus de problème, mais c'est quand même pas très logique, ça manque un peu de cohérence. Dans Angular 2, c'est complètement différent. C'est au niveau de la syntaxe des templates qu'on va indiquer ce qu'on fournit. Ici, src égale, si on indique nom de l'attribut égale quelque chose, c'est du texte. Ici, on a une portion de texte qui est calculée par une expression. Mais si on veut fournir une expression, il faut mettre crochet src égale. Donc si je mets crochet src, là par contre, c'est une expression, ça va être évalué comme une expression Angular. Donc la portion en dur, il faut que je la mette entre apostrophes. Je concatène, il n'y a plus de double accolade bien sûr. Je vais concaténer.
la valeur qui se trouve dans travel.img. Je vais mettre SRC, oui, là ça va pas se voir. Hop. Je vais mettre une étoile juste pour qu'on voie que c'est bien le nouveau template qui s'exécute, parce que sinon ça va afficher exactement la même chose normalement. Donc en mettant entre crochets SRC égale la valeur, ça, voilà. Donc là, elles sont bien affichées. On décide du coup dans le template que ce qu'on fournit, c'est une expression. Il n'y a plus de directive qui va décider. C'est le compilateur des templates qui va faire ce qu'on lui dit. Là, on lui dit, bah, tiens, tu prends ça comme valeur. Enfin, on te passe une expression Angular. Évalue cette expression. Alors, ce qu'on met ici, c'est pas exactement un attribut. En réalité, c'est une propriété de l'élément HTML. Donc, sur l'image, ici, si on explore l'élément, je suis sur l'IMG, Properties, enfin, ou dans Computed, voilà, on aura la liste ici. Il est parti sur l'autre. Voilà, sur mon image, ici, j'ai tout un tas de propriétés CSS de l'image. Quoique c'est pas... Non, en fait, le SRC n'y est même pas. Alors, bon, c'est dans Properties. Bon, c'est pas grave, on va pas les chercher comme ça. On va plutôt regarder dans la console, ici. Donc, $0, c'est l'élément que j'ai sélectionné. Et point, ben là, voilà, là, on a tout ce qui peut s'appliquer dessus, notamment la propriété SRC contenant le source de l'image. Ici. Donc, ce qu'on met, quand on met des crochets comme ça, c'est avec une propriété de l'élément HTML. Ici, il se trouve qu'en plus, elle alimente l'attribut SRC, cette propriété, mais ce n'est pas du tout une obligation. Il y a beaucoup plus de propriétés que ce qu'il existe d'attributs. Alors, si on veut faire la même chose avec du texte, la propriété d'un élément HTML qui indique quel est son texte, c'est textContent. Et donc, plutôt que là, mettre des doubles accolades, je peux dire que ici, je vais alimenter la propriété textContent, donc en camel case maintenant, avec un T, textContent égale la valeur de travel.place. Et puis, je vais mettre une étoile ici ce coup-ci, ou deux étoiles. Donc vous allez voir que ça va calculer la valeur de cette expression. On a alimenté par une expression Angular la propriété textContent de l'élément HTML. Ça veut dire que du coup, on a accès simplement, grâce au compilateur de template qui reconnaît ces expressions, on a accès à la possibilité de modifier par des expressions Angular n'importe quelle propriété d'un élément HTML. Donc tout ce qui est style, couleur et autres, tout ce qu'on veut. Il n'y a plus besoin d'avoir de directives pour ça, et d'ailleurs il n'y en a plus. Il y a beaucoup moins de directives dans Angular 2, toutes celles qui permettaient de styler, de mettre ne serait-ce que le ngbind ou autre, ne sont plus nécessaires. On alimente simplement textContent. Alors si on veut mettre une classe CSS par exemple, alors pour les classes CSS c'est un petit peu plus compliqué. Parce que la propriété est moins pratique à manipuler. C'est... je crois que c'est ClassList d'ailleurs qu'elle s'appelle. Voilà, c'est dans ClassList qui est un tableau de classe. Enfin, on peut manipuler ça directement ClassList. Mais sinon, ils ont rajouté une syntaxe plus pratique. Alors je vais remettre celui-là dans la version simple. Celui-là aussi d'ailleurs. Hop. Donc là, je vais vouloir mettre une classe CSS différente. J'avais mis une classe, enfin non, d'ailleurs, elle est dans le même fichier, juste au-dessus. Voilà, une classe old que je veux mettre sur les voyages un peu anciens. J'ai mis tous ceux qui sont strictement inférieurs à 2015. Donc dans la liste, je vais mettre sur le lieu.
Ici, je veux mettre une classe hold. Alors, il y a plusieurs syntaxes possibles. On peut alimenter classe.hold. En fait, c'est une propriété hold dans le tableau des classes. Égale, et donc, comme je l'ai mis entre crochets, bien sûr, c'est une expression Angular. Du coup, travel.isHold. Et on doit avoir d'une couleur différente, quasiment tous, puisqu'il n'y a que le premier qui est de 2015. Voilà. Hop. Alors, sinon, on peut, comme syntaxe plus élégante pour mettre des classes de façon conditionnelle, on a dans Angular 2 la même directive ngClass qu'en Angular 1, qui utilise la même syntaxe. Donc on met en camel case ngClass égale, la syntaxe c'est un objet JavaScript qu'on crée, c'est pas des doubles accolades, là c'est une accolade pour créer un objet JavaScript, syntaxe JSON. On met le nom de la classe hold, la condition travel.isHold. La condition qui dit si la classe est présente. Voilà. Bon, ça fait exactement la même chose. Alors, il y a un bouton remove, mais qui n'est pas encore implémenté. Enfin, pour l'instant, c'est un lien normal qui, du coup, recharge la page. On veut, évidemment, quand on clique sur remove, on veut supprimer la ligne de la liste. Alors, pour faire ça, on va créer une méthode sur ce composant travel list. On va mettre une méthode remove qui prend comme argument un voyage. Et bon, on va aller chercher l'index dans le tableau. Et il n'y a plus qu'à appeler splice. Donc sur le même tableau, this.travels.splice. À la position index, on supprime un élément. Donc voilà la méthode qui va enlever l'élément du tableau. Pour l'appeler, ici, sur ce lien HTML, on veut que ça réagisse quand l'utilisateur clique dessus. Mais pour mettre un listener d'événements, pour déclencher quelque chose sur une expression Angular, lorsqu'un certain événement se produit, on va indiquer l'événement entre parenthèses. Clic égale remove. Là, on est toujours dans le scope, enfin dans le composant travel list qui sert de scope. Donc, on appelle directement sa méthode remove en passant le voyage courant en paramètre. Et si je fais ça, ça va être presque nickel. Donc je supprime. Sauf que derrière, il l'a bien supprimé, mais derrière, il a rechargé la page. Parce que par défaut, ça ne va pas désactiver le comportement normal du clic. Donc pour faire ça, il faut, enfin le plus simple, c'est que la fonction renvoie false. Si la fonction renvoie false, ça va le désactiver. Donc ici, on rajoute juste un return false pour désactiver le fait de suivre le lien. Et cette fois, notre bouton remove marche bien et on reste dans l'application. Il n'y a pas de rechargement. Voilà, donc là, vous voyez la syntaxe des templates maintenant. On va pouvoir utiliser des crochets pour alimenter une propriété, donc sans avoir besoin d'aucune directive pour ça, et des parenthèses pour indiquer une expression Angular qui doit être déclenchée sur un certain événement. Donc là non plus, il n'y a plus besoin de directives ngClick, ngFocus, ngBlur, tous ces trucs-là. Tous ces événements, ngSubmit ou autres, n'ont plus lieu d'être. Il y a beaucoup moins de directives dans Angular 2
parce que tout ça est pris en charge par la syntaxe des templates. Maintenant, on peut mettre entre parenthèses et n'importe quel événement, et ça marche, y compris des événements qu'on crée nous-mêmes. Donc ce qui était quelque chose fait à la main au niveau de chacune des directives est devenu une syntaxe générale qui marche sans qu'il y ait besoin de directives pour ça. Il en reste encore quelques-unes quand même dans le framework. Mais beaucoup ne sont plus nécessaires. Alors on va faire maintenant un deuxième composant qui va afficher le détail d'un voyage. Donc un composant ici, travel show, pour afficher les détails d'un voyage que je veux, qui doit être visible en dessous de la table. Donc on va mettre travel show en dessous. Donc ce composant, je vais le créer de la même façon. Là aussi le template. Alors, hop, pas export. Donc, on crée la classe, le constructeur, et une annotation component les imports automatiques dans WebStorm, c'est quand même pratique. Depuis qu'ils ont rajouté ça, ça a bien simplifié le boulot. Alors, c'est pas ici, c'est... Alors là, on va mettre le sélecteur. Donc, travel-show. Le template qui se trouve au-dessus. Voilà, c'est même chose que le précédent. Ça donne une deuxième chance à ceux qui n'ont pas compris du premier coup. Et celui-là, on va voir maintenant comment faire, comment, depuis la liste, passer un certain voyage au composant qui doit afficher les détails du voyage. C'est pas juste pour faire une deuxième fois le même, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. Alors, dans ce composant, on va avoir une propriété qui va être le voyage qu'il doit afficher. Travel, travel. Donc là-dedans, on peut mettre directement les bindings. On va afficher ça. Hop, travel.place. Ouais, je vais récupérer l'image de l'autre, ça ira plus vite. Ici. Voilà, donc là, en partant juste du HTML brut, je dois avoir mis à peu près tout ce qu'il fallait pour mon composant. Donc ce composant ici, si pour pouvoir l'utiliser, je spécifie mon composant dans la liste des directives, travel show, import. Voilà. Alors, voyons voir. Ouais, là on va pas. Je crois que je l'ai rafraîchi trop tôt. Voilà. Hop. Alors ici, je vois qu'il a bien affiché le template, mais par contre j'ai des erreurs. Mon travel, je ne l'ai pas alimenté forcément, il est pour l'instant undefined. Alors, pour l'alimenter, je veux ici. Mon composant list doit fournir à ce composant travel show le voyage dont je veux afficher les détails. Donc, dans ce composant, la propriété travel, je veux l'alimenter depuis un composant externe. Ça va être une donnée en entrée, c'est un point d'entrée du composant. On va mettre ça dans une liste inputs. Je dis, comme entrée, ce composant a la propriété
travel. Donc ce n'est pas automatiquement toutes les propriétés de l'instance du composant qui pourront être alimentées, uniquement celles qu'on a déclarées dans input, alors soit dans un tableau ici, soit en mettant une annotation input sur la propriété en question, ça revient au même. Ça me permet ici de l'alimenter comme les propriétés de l'élément HTML que j'ai alimenté tout à l'heure, hein, avec la syntaxe crochet, travel, égale. Alors il va falloir que je sélectionne un élément. Je vais mettre un bouton pour sélectionner un des objets, une des lignes de la liste. Alors ici, clic, je vais mettre un select. Donc je veux voir les détails. Alors je ne sais plus ce que j'avais mis comme icône pour ne pas avoir la même. Si l'icône c'est une poubelle, c'est quand même moins significatif. Square, non c'est caret. Square. O. Down. Donc là, ça va appeler une méthode select en passant le voyage concerné. Et il faut l'écrire bien sûr. Donc select, on va mettre ça dans une propriété selected travel. Donc une propriété de l'instance du composant qui sert de scope aussi, donc on va pouvoir l'utiliser après dans le template. Selected travel, qui est travel, de type travel. Ici, donc selected. Non, pas du tout ça. Mauvais choix. Ah ben oui, c'est parce que j'ai pas mis this qui me le propose pas. Égal travel. Donc ma méthode va sélectionner le voyage et ça devrait le fournir au deuxième composant. Si ici je dis qu'on lui fournit dans sa propriété travel, je vais lui fournir selected travel, celui que j'ai sélectionné. Qu'est-ce que j'ai mis? Selected travel. La méthode, qu'est-ce qu'elle a? Ah oui, bien sûr. Effectivement, là, ça ne va pas marcher si je sélectionne. Alors par contre, il y avait quand même une erreur affichée, parce que maintenant, dans Angular 2, les templates sont moins permissifs que ceux du 1. Ceux du 1, on pouvait aller chercher des propriétés dans des trucs qui étaient undefined, c'était pas grave, il supposait que ça finirait par arriver du serveur, même si ça arrivait jamais, même si on avait fait une faute de frappe. Alors maintenant, Angular 2 est beaucoup plus pointilleux, et si on essaye d'aller chercher une propriété dans quelque chose qui est undefined, pour l'instant, tant que j'ai rien sélectionné, c'est undefined, et du coup, ça plante. Si on veut que ça puisse passer avec un objet qui est encore undefined, ben, il faut le conditionner, enfin, il ne faut pas exécuter d'expression travel.place, par exemple, tant que travel est undefined. Alors, soit on peut utiliser un opérateur Groovy, comme en Groovy, l'opérateur Elvis, ou alors on peut conditionner tout ce div, je veux qu'il ne soit présent. Je me suis perdu dans les touches. Je veux qu'il soit présent seulement s'il y a quelque chose dans travel. Donc je mets une directive ngIf, étoile ngIf, il ne m'a pas mis comme il faut, ngIf, comme ça, pour conditionner la présence de toute cette partie du template, en l'occurrence pour que ça ne fasse pas d'erreur tant qu'il n'y a pas de voyage sélectionné. Voilà, comme ça l'erreur est partie. Et maintenant, on voit, il n'y a pas plus de détails, hein, j'avais pas plus de données affichées, mais j'ai juste l'image qui est plus grande. Celui qui est sélectionné, voilà. Donc ça change le selected travel, et du coup, l'autre composant reçoit la nouvelle valeur dans sa propriété qui a été mise en input, et ça raffiche tout comme il faut. Alors si on veut... ouais. Donc là, le étoile ngIf permet de conditionner la présence d'un élément dans le DOM.
Si la condition est à false, il est carrément pas présent et ça n'exécute rien. Si on veut cacher un élément, simplement le masquer, enfin le cacher en HTML, mais qu'il reste présent, je peux vous montrer ça. Si j'enlève certaines données, voilà, je vais enlever le pays quand c'est en France, par exemple, et là, je veux conditionner l'affichage de... Alors, le TR qui affiche le pays, c'est pas là, c'est celui-là. Alors, on pourrait aller conditionner le display.visibility, alimenter display.visibility. Sinon, maintenant, à HTML5, il y a une propriété hidden de l'élément HTML qui permet, si on la met à true ou false, ça va le cacher ou le rendre visible. Donc je vais dire que cette ligne est cachée quand il n'y a pas de travel.country. Donc là, c'est la visibilité qui est conditionnée. C'est pratique, cette propriété hidden. Alors par contre, c'est HTML5, c'est supporté, si c'est IE, c'est IE 11 minimum. Sinon, il faut passer par les propriétés plus anciennes, il faut aller mettre ça directement dans le style. Voilà, donc là, on a vu la syntaxe des templates, la façon d'alimenter, de pouvoir alimenter comme ça par des expressions n'importe quelle propriété de l'élément DOM. La façon de créer les composants. Je vais vous montrer brièvement comment on peut injecter des services, l'injection de dépendance. Alors, qui a changé au niveau d'Angular 2? Maintenant, l'injection de dépendance est basée sur les types, non plus sur des alias. Dans Angular 1, on va nommer on nomme un composant, on publie un composant sous un certain nom. De toute façon, enfin, il n'y avait aucune obligation de typer quoi que ce soit. Alors, là, par contre, si on a une classe, on va pouvoir, il va se baser sur la classe, sur le type, pour savoir ce qu'il doit injecter. Alors, j'ai ici un service Travel Manager qui peut me fournir la liste des voyages. Donc, je vais modifier mon travel list. Ici, je veux injecter, donc via le constructeur, je lui dis que j'injecte un objet TM de classe Travel Manager. Donc ça, maintenant, ça va être égal à tm.list. Je les ai plus en dur. Et donc ces données qui sont dans tm.list, que je récupère comme ça. Alors, je vais déjà vous montrer ce que ça donne comme ça. En fait, dans le template, je voulais mettre les boutons dans la même colonne, c'est pour ça que c'est décalé. Je me suis trompé, j'ai copié la colonne en entier. Bon, c'est pas grave. Alors, là, hop, on voit que ça n'a pas bien marché directement. Ceux qui connaissent Angular 1, ça doit leur rappeler quelque chose. No provider for travel manager. Là, je lui demande d'injecter ce paramètre, cet argument du constructeur de type travel manager. En TypeScript, il n'y a pas besoin de préciser plus que ça. Voilà. Là, je lui dis d'injecter le travel manager, le service de la classe travel manager. Il le cherche dans les services qu'il connaît. Sauf que là, je ne lui ai pas indiqué, donc il ne le connaît pas. Il va falloir lui fournir les services à injecter. Comme on le fait dans Angular 1 quand on publie les services. Quand on écrit un provider, ou on peut utiliser une des méthodes simplifiées, juste la factory du provider, la factory du service ou autre. Mais dans Angular 1, le provider, c'est l'objet qui est chargé d'instancier le service. Mais là, c'est le même principe. Alors, je vais le faire là au démarrage, dans le bootstrap, au démarrage de l'application, donc au niveau de l'application globale. Par contre, on pourrait le faire au niveau d'un seul composant. L'injecteur de dépendance, il est plus global, il est hiérarchique, donc une dépendance, on peut la spécifier seulement pour un composant. Alors,
Là, je vous montre juste au niveau de l'application complète. Je fournis ici Travel Manager. Oui, il m'a mis l'injection, l'import, donc ça doit être bon. Quand il veut bien me le rafraîchir. Et cette fois, j'ai retrouvé mes données. Il a injecté le Travel Manager là où je lui ai demandé. Alors cette syntaxe, là j'ai juste indiqué cette classe Travel Manager hein, pour dire, ben voilà, c'est celui-là qu'il faudra fournir comme Travel Manager. C'est un raccourci pour une syntaxe un peu plus longue. Provide Travel Manager. Mais pour fournir le Travel Manager, utilise la classe, use the class Travel Manager. On lui dit ben, que comme Travel Manager, il faut utiliser Travel Manager. Ça paraît redondant. Et là, ça va marcher pareil. Ça paraît redondant tant qu'on n'a pas envie de surcharger le Travel Manager. On pourrait dire, par exemple, que ici, donc là, la classe où j'avais le tableau des données, en fait, c'est le Travel Manager de base n'a pas de données et je peux, pour cet exemple où je ne suis pas connecté à Internet ou autre, j'accède pas à des services, j'ai une classe Sample Travel Manager qui hérite de l'autre. Non, pas external, extend. Pourquoi il est en haut ah, j'ai oublié le classe, c'est pour ça qu'il ne comprenait pas. Donc, j'étends l'autre, le constructeur. Super, pour instancier l'objet de la classe parente. Et c'est là qu'on met les données. Donc celui-ci va mettre les données. Donc si je rafraîchis, alors que je lui dis toujours d'utiliser la classe de base Travel Manager, je ne vais plus avoir de données. Ça me perturbe quand même ce titre qui va pour vous. Voilà, donc là j'ai plus de données. Par contre, je peux lui dire que dans cette application, comme Sample Travel Manager, comme Travel Manager, là où on injecte Travel Manager, en fait, on va fournir cette classe-là, Sample Travel Manager, à condition de l'importer aussi, bien sûr. Voilà, donc on va résoudre comme ça nos injections. C'est pas parce que c'est basé sur une classe qu'on pourra fournir que une instance de cette classe. On a quand même la possibilité de dire, ben voilà, pour cette classe, en fait, on va utiliser une classe dérivée ou autre. Et alors, juste pour finir en 1 minute, je vous montre donc si je vais sur l'état final, juste les templates. Donc là, j'ai l'exemple qui est un petit peu plus avancé, où on peut éditer un des voyages. Voilà. Celui-là, il y a la possibilité d'éditer les données. Bon, plus il y a du routage aussi. Ici, le routeur est configuré, route config. Le routeur, il se base sur des composants. Donc là, on lui dit que pour telle route, on utilise tel composant dans routeur outlet. Et pour tel autre qui a un paramètre, on utilise un deuxième composant de Travel Edit, alors que j'ai déjà fait avant. Et donc dans ce Travel Edit, on a un formulaire. On récupère, il y a le service route params qui ressemble à celui d'Angular 1 pour récupérer la valeur du paramètre de la route. On charge voilà, le voyage qui va bien. Et ici, on a un formulaire avec cette syntaxe-là, crochet, parenthèse, ngModel. Ça, c'est pour faire du binding à double sens, bidirectionnel. Donc, il y a encore la directive ngModel à utiliser sur les éléments, sur les champs de formulaire. Si on mettait juste
avec des crochets ngModel, ça alimenterait la valeur du champ, mais ça n'irait pas impacter, ça n'irait pas modifier la propriété avec les données saisies. En fait, au niveau des templates, maintenant, pour avoir une association bidirectionnelle, que ce soit à la fois l'expression qui fournit la valeur et un événement qui va mettre à jour quand on tape quelque chose dedans, ben c'est la syntaxe crochet à l'extérieur et des parenthèses à l'intérieur, ce qui permet de faire du binding bidirectionnel comme on en faisait avant avec Angular. Il y en a qui s'inquiétaient de voir ça disparaître, pas du tout. C'est même plus présent qu'avant, parce qu'avant c'était juste la directive ngModel qui le gérait, et maintenant c'est carrément possible au niveau de la syntaxe des templates. Alors sinon, il y a quelque chose qui peut être pratique aussi, les formulaires, on peut les créer comme ça, donc comme on le faisait en Angular 1 avec ngModel, un binding sur des propriétés, on associe chaque champ à une propriété, directement dans le template. Mais si on a des formulaires un peu compliqués, où il y a une certaine logique de validation et tout, qui est quand même pas triviale, ça ne permet pas de la tester. Mais maintenant, il y a un module de formulaire qui permet de créer, donc de concevoir le formulaire sous la forme d'objet JavaScript, pas directement dans les templates, donc pour externaliser tout ce qui est binding et validation, afin que ce soit testable. Donc on ne va plus mettre... on a le choix, soit on fait le formulaire comme avant directement dans le template, soit on écrit un peu plus de code côté JavaScript pour indiquer tout ça, mais on a l'avantage qu'on peut faire des tests unitaires dessus. On peut tester toute la logique des formulaires. Bon, je vois que j'ai un peu dépassé l'heure même, donc il est temps de s'arrêter, mais ça vous aura donné un aperçu des principales caractéristiques d'Angular. Il y en aura plein d'autres à découvrir, et vous pourrez jouer avec pour vos prochaines applications. Allez, merci.